2. On va pas trop tarder, hein, naturellement, de toute façon, la présentation est enregistrée, hein, pour ceux qui vont la voir plus tard ou qui n'ont pas pu se joindre malgré le fait qu'ils se soient inscrits, ce qui peut bien sûr toujours arriver, hein. Donc, je vais commencer la petite présentation, l'introduction, puis bien sûr, je te passerai la parole et le partage d'écran, Benoît, juste après, hein. Parfait, on fait comme Donc, ça. voilà. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, ben, merci bien déjà de nous avoir rejoints à cette heure un peu particulière. Mais enfin, on avait choisi ça parce que c'est un peu un moindre mauvais choix, j'allais dire. 13 heures, évidemment, les gens mangent parfois. Mais enfin, d'un autre côté, milieu de l'après-midi, matinée, ben, ils travaillent souvent. Et puis, fin d'après-midi, ils rentrent chez eux, hein, en principe. Donc, on avait choisi cet horaire un peu particulier. Voilà. Donc aujourd'hui, on va avoir une présentation d'Inventor Nastran par Benoît Neufaber. Tu me dis si je prononce bien, Benoît, ton nom? C'est bon, oui. Neufaber, hein, d'accord, oui, ok. Oui. Qui est expert en simulation numérique, hein, voilà. Donc, j'affiche la slide sur l'historique, l'historique de ce qu'a fait Benoît dans sa vie, qui a l'air très bien rempli, hein. Petit aparté, hein, Benoît a eu l'occasion pendant une certaine période de travailler également pour Autodesk France, ce n'est plus le cas pour le moment. Voilà, il y a d'ailleurs le logo qui est indiqué ici. Ce que je peux peut-être faire, Benoît, c'est tout simplement je vais te passer la parole, en fait, puisque naturellement, c'est toi qui es quand même le principalement concerné. Je ferai passer la slide suivante où il y a le plan du webinaire que tu vas présenter, puis ensuite, on lancera je te passerai la main complètement pour le partage d'écran. Donc là, si tu veux faire quelques commentaires sur cette slide qui te concerne toi, ben tu peux y aller. Oui, ben, je veux dire, je vais peut-être juste rajouter que j'ai un peu plus de 25 ans d'expérience dans le monde de la simulation numérique et la conception de produits. En gros, on va dire, ma carrière a été divisée en deux. La première partie, je dirais, était chez des industriels, essentiellement du nord-est de la France, où j'ai mis en place et utilisé des solutions de simulation intégrées au processus de conception avec différents types de produits, en utilisant des solutions comme SDRC ou des solutions de chez Dassault Systèmes, des solutions de chez PTC, de chez MSC également. Puis en 2006, j'ai rejoint un éditeur de logiciels en mécanique des fluides qui a été racheté en 2011 par Autodesk. Et depuis 2011, j'ai créé ma propre société qui s'appelle Inosim et qui collabore aujourd'hui, bien évidemment, avec Autodesk. Voilà. Entendu. Merci. Alors, j'affiche le plan du webinaire, si tu veux simplement le lire rapidement ou faire quelques commentaires. Oui, donc on va voir un peu les challenges actuels que rencontrent aujourd'hui la plupart des clients dans le monde de la conception, dans la conception de produits. Puis on va parler de pourquoi intégrer Inventor Nastran dans ce processus de conception, les différentes capacités, puis également comment Inosim est capable d'aider les sociétés qui veulent implémenter Inventor Nastran. Il y aura également un cas client et on aura du temps pour répondre à vos éventuelles questions. D'accord, merci, entendu. Donc, je vais te passer comme présentateur, hein. Je suis en train de le faire et tu as peut-être une fenêtre qui va s'ouvrir où tu dois accepter d'être le présentateur pour que tu puisses partager ton écran. Voilà, Voilà. Là, on voit ton écran. très bien. Donc, je vais te Donc, laisser la main et puis je reprendrai la main à la fin de ta présentation. très bien. Merci beaucoup, Patrick. Juste Oui. petite chose que j'ai oublié de dire, pour les participants, vous pouvez poser des questions, mais uniquement en mode texte, dans la petite fenêtre, elle s'appelle discussion, je crois, il me semble, et puis vous pouvez le faire pour pas oublier de poser vos questions en fin de présentation, par exemple, hein. Voilà, tu peux y aller. Très bien. Merci beaucoup. Donc les challenges actuels que rencontrent les entreprises dans la phase de conception de produits sont liés à des challenges économiques où aujourd'hui on nous demande de concevoir des produits le plus rapidement possible pour les mettre sur le marché le plus tôt possible, mais également en garantissant le respect du cahier des charges et très souvent avec des contraintes de coûts associées à ces produits, et donc également des procédés de fabrication qui doivent être soit les plus simples possibles, soit utiliser le moins de composants possible.
Tout ceci afin de pouvoir être compétitif dans cette compétition aujourd'hui qui est vraiment internationale. La simulation permet d'aider tout concepteur de produit à répondre à un certain nombre de questions et surtout de prédire bien en amont, avant qu'un composant n'existe, son comportement, que ce soit lors de sollicitations répétées, donc une analyse en fatigue, de vérification de rigidité. On peut aussi aujourd'hui simuler de l'injection plastique, simuler des combinaisons d'efforts avec de la thermique, des chutes, l'interaction entre différents composants. En fait, aujourd'hui, la simulation permet, alors qu'on n'a encore qu'un prototype virtuel, de répondre à un certain nombre de questions et surtout de bien comprendre comment va fonctionner le produit dans divers types de sollicitations. Donc aujourd'hui, Inventor Nastran, le gros avantage, c'est qu'il est inclus dans la collection. Par le passé, c'était un produit complémentaire dont il fallait faire l'acquisition ou en faire la location, puisque le modèle de licence de chez Autodesk aujourd'hui est complètement passé en location. Donc il y a un gros avantage, c'est que cette solution Inventor Nastran fait partie de la collection, donc pas de surcoût au niveau logiciel, ce qui est quand même non négligeable si on compare les capacités de l'outil à ce que peuvent proposer des produits, enfin des éditeurs concurrents. Et c'est là où on va parler un peu des fonctionnalités d'Inventor Nastran. Alors pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Inventor, il y a déjà un outil qui s'appelle Inventor Simulation, qui est ici dans les onglets environnement, le Stress Analysis, qui permet déjà de faire un certain nombre d'analyses. Bon, si on regarde et on compare un petit peu les fonctionnalités des deux solutions, on voit que Nastran, qui s'appelait avant Nastran InCAD et maintenant Inventor Nastran, a beaucoup plus de fonctionnalités possibles et est capable de répondre à beaucoup plus de questions. Donc pourquoi Inventor Nastran? Déjà, on l'a dit, c'est complètement intégré à Inventor et ça fait partie de la collection, donc il n'y a pas de surcoût. On est capable de gérer des analyses et des types d'analyses très différents. Ce qu'on sait faire avec Inventor Simulation, par exemple, c'est uniquement de la statique linéaire. Là, on voit qu'on sait combiner avec de la thermique, faire des analyses en fatigue, des analyses vibratoires, des analyses non linéaires, et on verra sur un petit cas client qui semble très simple que le non linéaire est quand même très rapidement important. On est capable de tenir compte d'effets dynamiques. Là également, très souvent, on ramène des calculs dynamiques à des cas statiques, mais très souvent, on surdimensionne dans ces cas-là. Et également, on sait faire des analyses au flambement, donc à partir du moment où une pièce ou un assemblage est soumis plus à de la compression, il faut également vérifier la tenue au flambement. C'est une solution qui est performante et qui est connue. On verra un peu l'historique de Nastran. Et je l'ai déjà dit, c'est inclus dans la collection. Alors, qu'est-ce que Inventor Nastran va être capable de répondre aux questions suivantes? C'est quels sont les gains de la simulation? Ça va me permettre de réduire le nombre de prototypes. Aujourd'hui, dans un processus de conception, quand on me pose la question de savoir est-ce que je vais complètement pouvoir m'affranchir de réaliser un prototype avant de sortir un produit sur le marché, ça me paraît un peu ambitieux. Par contre, de réaliser un seul prototype et être certain que celui-ci remplisse dès le premier coup le cahier des charges, ça c'est des choses qui sont totalement réalisables grâce aux outils de simulation. On va pouvoir réduire les temps de développement parce que toutes les itérations qu'on faisait auparavant sur des prototypes réels, on va les faire sur des prototypes virtuels et ça va très vite d'obtenir des réponses, de visualiser le comportement et de pouvoir apporter des corrections
sur un modèle 3D. On peut tester des configurations et des matériaux différents. On peut pourquoi pas améliorer certaines fonctionnalités à partir du moment où on remplit le cahier des charges, c'est de se dire tiens, est-ce que je pourrais pas aller un peu plus loin, offrir quelques fonctionnalités en plus, rajouter un peu plus de rigidité, améliorer la qualité perçue, même si on est déjà dans le respect du cahier des charges. Mais également, ça va être de prédire le comportement et les performances du produit. Ça, c'est quand même très important puisque on va pouvoir optimiser ces produits. Alors, la simulation dans le processus de conception, si on regarde la courbe en bleu, ça va être en fonction des différentes étapes du processus de conception, à partir du moment où on a les premiers concepts, les essais, l'industrialisation, puis la mise sur le marché. Plutôt on est dans le processus de conception, plutôt on peut faire des modifications qui vont impacter la fonctionnalité du produit. Inversement, plus on est tôt, moins la modification va coûter cher. À partir du moment où on est encore à une phase conceptuelle, où on a quelques croquis, où on commence à modéliser des esquisses dans un modeleur 3D par exemple, réaliser une modification, ça a un coût nul, quasi nul. Si on a déjà réalisé des tests physiques, ou alors pire, si on est déjà dans la phase d'industrialisation, réaliser une modification, ça a un coût beaucoup plus élevé. Donc l'idée, ça va être d'utiliser la simulation, pas comme un outil de test et de validation, mais bien avant encore, lorsqu'on est plutôt dans la phase d'optimisation. Et c'est là le gros intérêt d'Inventor Nastran, qui est complètement intégré à Inventor, c'est que on ne va pas se servir d'un outil de simulation comme d'un outil de validation. Il faut vraiment l'utiliser bien en amont, l'intégrer complètement dans le processus de conception, tester très rapidement les concepts, la manière dont les pièces sont sollicitées, se dire voilà, je pars dans la bonne direction, ou alors ce concept, il vaut mieux l'abandonner dès le début. On voit bien qu'on va pas atteindre les objectifs. Bien utiliser Inventor Nastran le plus tôt possible dans le processus de conception, c'est là qu'on va gagner le plus en innovation, mais également en réduction de coûts. Alors, est-ce que ma conception répond au cahier des charges? Ça va être de pouvoir faire des analyses en fatigue, donc estimer la durée de vie d'un produit. Les analyses vibratoires sont importantes également, puisqu'on sait qu'un assemblage ou un composant peut rentrer en résonance ou peut être sollicité par des composants qui vibrent. Par exemple, un moteur avec une vitesse de rotation donnée, on sait qu'il va tourner à une certaine fréquence, peut générer des vibrations, voir comment elles vont se propager. Les analyses non linéaires, c'est également quelque chose d'important. Donc, il y a différents types de non-linéarité, des matériaux, mais également géométrie. Tenir compte de ces fonctionnalités un peu avancées, c'est important pour bien être certain qu'on va répondre au cahier des charges. Prédire l'endommagement, à partir du moment où on se dit tiens, je vais au-delà de la limite admissible, comment mon produit va se détériorer et où l'endommagement va commencer. On peut également donc combiner tous ces charges-là mécaniques avec des charges thermiques, et également une charge hydrostatique qui est l'effet de l'eau, par exemple, sur une paroi, par exemple dans un réservoir ou sur un barrage. J'en ai déjà parlé, mais optimiser la conception, c'est important pour se différencier, par exemple, par rapport à ses concurrents, ou alléger une conception. Ça va être de réduire le nombre de composants, tester différents matériaux. Il y a peut-être des matériaux qui sont plus faciles à souder, à usiner, à injecter. Donc faire ce choix de matériaux très en amont, être assuré que le choix est le bon, ça permet quand même d'optimiser cette conception. Réduire les épaisseurs de pièces à certains endroits où on est le moins sollicité et améliorer la qualité des composants.
Réduire le temps de conception, ça va être par réduire le nombre de prototypes physiques, choisir le matériau le plus tôt possible, hein, ça revient également à l'optimisation, mais multiplier les itérations virtuelles plutôt que les prototypes réels. Et très souvent, comprendre le comportement et pouvoir visualiser, par exemple, la déformée d'un composant nous permet de bien comprendre son comportement et ainsi le simplifier et l'améliorer. Nastran, c'est une solution qui est connue et reconnue, hein, donc ce solver a été conçu pour la NASA dans les années 60, d'où son nom, NASA Structural Analysis pour Nastran. Puis le solver est tombé dans le domaine public. Il y a eu 3 éditeurs qui ont commercialisé cette solution. Et un de ces éditeurs, qui était NEI et Nastran, a été racheté par Autodesk en 2013. Là, on voit un peu plus en détail les différentes fonctionnalités. Donc, il y a un certain nombre de fonctionnalités qu'on va appeler plutôt de base, hein. Ça va être tout ce qui est statique linéaire, les recherches de mode propre, solliciter des assemblages ou des pièces en compression, le transfert thermique, les assemblages, calculer des contraintes liées à des cas de charge thermique, mais également des fonctionnalités un petit peu plus avancées, comme le statique non linéaire, le transfert thermique non linéaire, puis tout ce qui va être vibratoire, jusqu'au calcul d'impact. Par exemple, un composant qui va chuter, on est capable de le simuler dans Nastran. L'offre InnoSim, ça va être de former les utilisateurs une bonne utilisation d'Inventor Nastran, mais également à intégrer la simulation dans le processus de conception actuel. C'est-à-dire, voilà, à partir de quel moment on va pouvoir définir les bonnes pratiques dans le processus de conception, et donc c'est de définir également, en fonction de votre métier, les bonnes pratiques, et donc de fournir une recette de cuisine pour pouvoir obtenir et tirer le meilleur parti d'une solution qui, comme on l'a vu, est très performante, la solution Inventor Nastran. Donc un petit cas client d'une analyse relativement simple, hein, c'est un chemin de câble qui est posé sur 2 appuis. On a un espacement qui est donné, 2 mètres entre ces 2 appuis. On a une charge uniformément répartie sur cette surface-là. Si on fait un cas d'une analyse statique linéaire, comme on peut le faire dans Inventor Simulation, on obtient des déformés relativement importantes. Ici, on retrouve 42 mm de déformés. Alors ce client avait une excellente connaissance de son produit et nous disait, écoutez, on est quand même à peu près à 2 fois moins lorsqu'on mesure sur cette pièce relativement simple un chargement uniforme sur ce chemin de câble. Pareil, au niveau contraintes, on obtenait des contraintes largement au-delà de la limite élastique, alors que le client nous disait, c'est quand même assez surprenant parce que lorsqu'on décharge, on revient à la position initiale. En fait, c'est un cas où ce type d'analyse, il faut clairement le faire en statique non linéaire, puisqu'on obtient 15 mm de déformé, et qu'on obtient certes quelques contraintes très isolées au-delà de la limite élastique, mais globalement, cet assemblage-là revient à sa position initiale. Donc on voit que même sur un cas plutôt simple, il y a des fois, il faut utiliser des fonctionnalités un peu avancées, des solvers de calcul de structure. Ces fonctionnalités avancées ne sont pas toujours disponibles chez tous les éditeurs, ou alors ne sont pas disponibles de base, d'où l'avantage de cette solution. Ce que je vous propose, c'est de faire une rapide présentation de l'interface utilisateur sur un cas vraiment très simple, mais l'idée, c'est de vous montrer tout le process à partir d'une pièce dans Inventor, comment on va mettre en données cette pièce-là, réaliser les matériaux, le maillage, puis exploiter les résultats.
Donc je vais juste basculer ici dans Inventor. Donc, je pense que là, vous voyez bien Inventor. Oui, c'est bon, Benoît. Ouais. Donc on a une pièce très simple qui va être sollicitée. Ici, on va la simuler comme si on avait un axe qui autorise la rotation enfin, autour de cette surface-là. Le cas de chargement, on va le placer sur ces deux trous également dans la direction -Y et on va bloquer également ces deux trous comme si on avait un axe maintenu dans cette zone-là. Donc dans l'environnement ici, on retrouve l'analyse de contraintes comme on l'évoquait auparavant, une solution qui existe depuis de nombreuses années dans Inventor. Là, on va plutôt utiliser Inventor Nastran, donc on reste dans le même environnement avec notre ruban dans la partie supérieure. Il y a juste l'arbre du modèle qui a un peu évolué, qui est vraiment un arbre qui nous permet de traiter de toutes les fonctionnalités nécessaires pour réaliser un calcul. Juste pour illustrer un peu ce que j'ai présenté auparavant, ici on retrouve tous les types d'analyses que j'ai évoquées lors de la présentation. On va juste déjà commencer par une petite analyse en statique linéaire pour voir comment se comporte cette pièce. Au niveau des matériaux, je peux bien évidemment récupérer les matériaux comme ils auront été définis dans Inventor, ou alors je peux sélectionner un matériau dans une bibliothèque de matériaux disponible, et je peux récupérer ici par exemple un acier. On voit qu'il y a un certain nombre d'informations complémentaires qui peuvent être renseignées dans l'environnement Nastran, qui sont pas toujours disponibles dans Inventor, dont la limite élastique admissible, ce qui va nous permettre de calculer un coefficient de sécurité. Mais surtout, lorsqu'on va passer dans un environnement non linéaire, bien évidemment, ces informations-là ne sont pas disponibles dans Inventor. C'est pour ça qu'on peut avoir la volonté ou la nécessité d'utiliser des matériaux qui sont définis dans Nastran. Donc ce matériau, je l'attribue à ces éléments solides. Puis on va passer au blocage de ce petit levier. Et là également, si on compare un peu à ce qu'on avait de disponible dans Inventor Simulation, on va beaucoup plus loin et on a la possibilité de définir des blocages beaucoup plus réalistes que ce qu'on était capable de faire dans Inventor Simulation. Entre autres, ici, je suis capable de simuler directement, en sélectionnant cette surface-là, un blocage de type axial, c'est-à-dire comme si j'avais un axe dans cette surface-là, où je peux bloquer ou libérer la direction radiale ou tangentielle. Et automatiquement, ça va me créer un repère cylindrique. Donc tout ça, ce sont quand même des fonctionnalités très très pratiques, parce que historiquement, si on est obligé de créer un repère cylindrique, c'est-à-dire il faut soit avoir un point dans Inventor, enfin ça nécessite un peu de préparation, et là en quelques clics on arrive à créer ce blocage extrêmement rapidement. Pareil, je vais utiliser cette même fonctionnalité pour bloquer ces deux surfaces-là. Donc, je vais à nouveau sélectionner une contrainte de type attache. Je sélectionne mes deux surfaces et je bloque de manière radiale et axiale, mais je libère le mouvement tangentiel, ce qui permet en fait la rotation de ces surfaces-là autour de l'axe. Au niveau de la charge, on voit également qu'on a toute une série de charges possibles. Là, je vais appliquer simplement, je peux appliquer une force ou alors une charge de type roulement, comme si on avait un roulement à billes ou un axe dans cette surface-là. Je sélectionne deux surfaces, mais je peux entrer par exemple la force totale. Et on a dit que suivant moins Y, j'ai moins 500 newtons par exemple. Et ici, je peux prévisualiser
ma force. Donc on voit qu'on a eu une répartition sinusoïdale sur la surface dans la direction moins Y par rapport à ce repère. L'étape suivante, ça va être de définir un certain nombre de paramètres de maillage. Ici, je peux donc définir une taille globale de maillage, mais par contre, on a également la possibilité de raffiner, soit par surface, de créer des zones de raffinement. Il y a toute une série d'outils disponibles pour pouvoir obtenir un maillage de qualité en ayant le contrôle sur ce maillage. Donc là, pour une première approche, c'est un maillage plutôt satisfaisant. Je vais exécuter le calcul. Donc ça génère un fichier Nastran qui est un format compatible avec tous les autres solvers Nastran qui sont disponibles sur le marché. Donc c'est quand même un document, un fichier neutre qui est capable d'être lu et compris par tous les éditeurs Nastran. C'est quand même une certaine référence également. Et très rapidement, on va pouvoir visualiser les contraintes, c'est-à-dire la manière dont cette pièce est sollicitée. On voit bien évidemment, c'est dans cette zone-là qu'on a les contraintes les plus élevées. On est à peu près à 65 newtons par millimètre carré. Je peux également visualiser le déplacement. Et dans ce cas de figure, on obtient à peu près 5 centièmes de déplacement. Je peux créer des animations, éventuellement raffiner le maillage dans les zones hautement sollicitées pour voir en fait si on est sensible au maillage ou si on a obtenu une solution convergée. Donc voilà pour la présentation. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, ou si entre-temps il y a des questions qui ont été posées, donc je suis totalement disposé à y répondre. Ok, d'accord, Benoît. Alors, ce que je vais faire, alors il y a pour l'instant pas de questions écrites dans la partie questions. Ce que je vais faire, comme on est très peu nombreux en direct ici, je vais pouvoir ouvrir le micro. Je vais ouvrir les micros carrément, parce qu'on n'est pas nombreux, il n'y a pas de risque particulier. Pour ceux qui veulent prendre la parole, là, je suis en train de le faire. Voilà, Pascal, j'ai ouvert son micro. Si des gens ont des radios ou des trucs à côté d'eux, qu'ils essayent de les couper. Voilà. Alors, c'est pas une idée d'ouvrir tous les micros en même temps. Alors, j'ai une question de. J'arrive pas bien à voir qui c'est. Peut-on voir un changement dans le temps? Pas si c'est pas Fabien qui a Oui, posé la question. Benoît, si tu peux répondre à ça déjà. oui. Alors on sait faire, je vais juste revenir un petit peu. Oui, on sait faire des analyses transitoires. Alors ça c'est du statique. À partir du moment où on va faire une réponse transitoire. Oui, on sait faire un cas de chargement qui va évoluer dans le temps. Oui. Donc oui, on sait faire du transitoire sans aucun problème. Oui, d'accord. Est-ce que Fabien, je ne sais pas si c'est toi qui avais posé cette question, je t'ai ouvert ton C'est micro moi? au cas où. Oui, d'accord. Ok. Ouais, Donc je te laisse c'est un peu moi. la parole, tu veux réagir à Est-ce qu'on ça. peut voir en 2 secondes la manipulation, quoi ça représente? Comment on peut faire ça sur le cas qu'on a démontré? Oui. Donc, ce qu'on va faire ici, on change de type d'analyse. Je fais modifier. Alors, on peut faire une réponse transitoire directe. Où je vais. Ici, je définis en fait une durée de. Voilà, un nombre de pas
le pas de temps, donc ça va dépendre si je veux capturer quelque chose qui est un événement rapide ou quelque chose de plutôt lent, mais on est capable de capturer des événements très très rapides, hein. Si je prends par exemple 1/100 de seconde pour mon pas de temps, et je vais capturer, je sais pas moi, 100 pas de temps. Ah non, ça c'est la durée en secondes, donc ça c'est... oui, donc c'est pas ça, je veux... Voilà, nombre de pas de temps, j'en veux 100. Donc là, je peux capturer par exemple quelque chose, un phénomène qui va durer 1 seconde. D'accord? Je peux sauvegarder toutes les itérations. Et ce que je pourrais définir, alors à ce moment-là, à partir du moment où j'ai un cas de charge dynamique, c'est que ma charge, je peux ici la définir en fonction du temps. Donc si je fais une nouvelle table, voilà. Et je dis, j'ai un facteur d'échelle qui varie en fonction du temps. Donc, pas de temps 0, je suis à 0. Admettons à 0,5 secondes, je suis à 1. Et à 1 seconde, je suis à 0,25. Donc si j'affiche par exemple, vous voyez, donc je vais monter progressivement jusqu'à 0,5 secondes, je relâche progressivement, ou alors je pourrais dire ça passe à 0. Et donc là, j'ai défini en fait une charge sur un pas de temps d'1 seconde. Et si maintenant je lance mon calcul, alors bien sûr, hein, les calculs transitoires sont beaucoup plus lents, mais je vais juste revenir ici sur mon cas de charge dynamique. Là, j'ai bien un pas de temps de 1/100 de seconde, je lance 100 pas de temps, donc je vais bien capturer 1 seconde. Alors, pourquoi? Ah oui, il faut que j'ai un amortissement quand je suis en dynamique. Et idéalement, il faudrait qu'on ait calculé la fréquence propre de cet objet avant pour qu'on ait quelque chose de réaliste en termes de comportement dynamique. Je vais juste... Voilà, donc là, au niveau de la fréquence propre, on est peut-être un peu approximatif, mais ça permettra de voir que progressivement on charge et on va redécharger. Et après, on peut faire un post-traitement au pas de temps voulu, quoi. Donc là, on va avoir un temps de calcul qui va être à peu près 100 fois supérieur à ce qu'on avait précédemment, puisqu'on lance sans itération à chaque fois ce calcul avec une charge qui augmente progressivement. Ok. Si ça répond. Ouais, tout à fait. D'accord, merci Benoît. J'ai une autre question de Guillaume. Une question de Guillaume plutôt. Quel est l'intérêt au final de conserver la partie intégrée dans Inventor si c'est disponible dans le package actuel? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est plus à Autodesk de répondre. Ouais. Ouais, mais je pense que, enfin, j'en sais rien, mais il y a, enfin, la couverture fonctionnelle aujourd'hui d'Inventor Nastran reprend toutes les fonctionnalités qui existaient dans la partie simulation. Donc voilà, ce sont deux solvers différents, dont un qui a une capacité et des fonctionnalités bien plus importantes. Alors si je ne me trompe pas, hein, Inventor Simulation, c'est historiquement Placotech qui a dû être acheté en 2003 ou 2004 par Autodesk, qui a été intégré dans Inventor peut-être en 2005-2006. Voilà, presque 10 ans après, ça a été Nastran qui a été racheté, qui a été intégré. Que va devenir Inventor Simulation, ça je n'en sais rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être deux solutions ou deux onglets qui nous permettent d'avoir une couverture fonctionnelle qui se recouvre carrément. Oui. Et je ne sais pas quelle est la stratégie. D'accord.
J'ai une autre question. Est-il toujours de Guillaume? Attends, je vais essayer de les prendre dans l'ordre quand même. Chargement dans le temps, bon, je vais supprimer la question, on l'a vu. La question, tu viens d'y répondre, Benoît. J'ai une question de Fabien dans le cas client que nous avons vu. Quelle analyse non, j'imagine, non linéaire a donc été utilisée? C'était... alors, la première analyse non linéaire, c'était du Inventor Nastran également. Non, pardon, la première analyse statique linéaire, c'était les deux analyses ont été faites dans Nastran. D'accord. Ok. Fabien, si tu, je sais pas, tu veux ajouter un commentaire, allume ton micro et puis. Oui. Ouais. Mais là, on a présenté le cas client en disant que donc, l'analyse statique linéaire apportait une réponse qui était très éloignée de la vérité. Et justement, j'aimerais savoir quelle analyse on a fait pour obtenir les résultats que vous avez présentés en second, qui étaient donc plus proches de la réalité. D'accord. Quel type Ouais, d'analyse on a alors, pu faire oui. pour obtenir ce type de résultats? Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'analyse, enfin, celle qui était loin de la réalité, c'était une analyse statique linéaire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On charge, on applique complètement d'un coup la charge qui est définie et on considère que le matériau se comporte dans la phase linéaire. D'accord? Ce qu'on a fait, la deuxième analyse, on a fait une analyse non linéaire, une analyse statique non linéaire. C'est-à-dire qu'on charge progressivement et on peut tenir compte d'un module qui va évoluer en fonction de la sollicitation du matériau. Donc la première analyse a été faite ici avec une statique linéaire, fonctionnalité qu'on retrouve dans Inventor Simulation. Puis, ayant des grandes déformations, dans ce cas-là, hein, c'est un des critères qui permettent de déterminer si on est potentiellement dans du non linéaire ou pas. On a fait une analyse statique non linéaire, fonctionnalité qui n'existe pas dans Inventor Simulation. Voilà, j'ai répondu à la question. Ok, Fabien. Oui, merci. Et du coup, en analyse non linéaire, qu'est-ce qu'on va rentrer comme paramètre en fait? Qu'est-ce qu'on met plus comme information? Alors, en analyse non linéaire, on va charger progressivement, donc c'est aussi un calcul itératif, on fait des pas de temps. Et surtout, ça va être la définition des matériaux. Oui, dans la partie plastique. Ouais. Là, Ouais, d'accord. on a un seul module. Au minimum, ce qu'on peut utiliser, c'est déterminer quelle est la limite élastique. Et après, on a un deuxième module pour quand on est dans la zone plastique. Ou alors, ici, c'est de rentrer vraiment une courbe contrainte de déformation. Ok, très bien, c'est clair. Mais au minimum, puisqu'on peut faire un calcul non linéaire tout en conservant un matériau linéaire, et c'est là où parfois ça peut créer de la confusion, mais si on passe sur une analyse statique non linéaire, modifier statique non linéaire, la seule chose qui apparaît, c'est la configuration non linéaire. Et ici, on définit à nouveau un nombre d'incréments. Par exemple, on va charger progressivement notre chargement de 0 jusqu'à la valeur nominale définie par des incréments. Et à chaque fois, on va recalculer la rigidité de notre composant ou de notre assemblage. Et à chaque incrément, on va refaire un calcul sur la déformée.
repart pas de la pièce de Exactement. base. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Ok, c'est clair. D'accord, merci Benoît. Je passe à la question, on en a encore 2 ou 3 de Guillaume Massard. Est-il possible de faire du calcul de profilage de feuillard, entre parenthèses roll forming, je ne sais pas ce que c'est personnellement, qui est un cas de calcul non linéaire? Ouais. Oui, alors j'ai fait un peu de calcul d'emboutissage, par exemple. Du roll forming. Honnêtement, je pense qu'il y a des outils qui sont peut-être plus appropriés et qui font peut-être Ouais, que ça et peut-être mieux. j'ouvre le micro de Ouais, Guillaume, Ouais. hein, il y a quelques bonjour. précisions à demander. Oui, bonjour Guillaume. En fait, justement, on a regardé actuellement pour acheter ce genre de logiciel qui, au bas mot, nous coûterait un peu plus de 30 000 euros par an. Waouh. Alors on va pas s'en servir tant que ça. Et donc le fait, là, bien prochainement, on va enfin passer enfin, on va avoir Nastran sur nos installations. Donc voilà, je me posais la question. Nous, en fait, l'idée, c'est qu'on part d'un feuillard plat qui fait une épaisseur de 0,4 mm à peu près, et qui passe par une succession de une trentaine de galets de formage. Et l'idée derrière, ce serait de pouvoir calculer, voir si, si nos étapes de formage, parce que les outillages, on les fait nous-mêmes, on les conçoit nous-mêmes, si on ne va pas trop loin dans les déformations qu'on apporte au fur et à mesure qu'on avance dans notre ligne de production. Ouais, je crois voir à peu près. Alors, très certainement que étape par étape, enfin, je pense que simuler l'ensemble des différentes étapes les unes derrière les autres en une seule analyse, ça me paraît peut-être un peu ambitieux parce que il va y avoir tellement de contacts différents à gérer que. Mais par contre, que la pièce déformée, enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais le premier étage de rouleau qui aura déformé partiellement ou apporté la première étape de déformation, soit la donnée d'entrée pour un seul calcul, pour le suivant, etc. Pour vérifier que nos forces de réaction au niveau des rouleaux ne soient pas trop importantes, je pense que c'est possible. Ouais. Par contre, je ne pense pas qu'on ferait tourner réellement les galets. Mais on mettrait une friction quasi nulle, vous voyez, pour. C'est ce qu'ils font, hein, je pense. D'accord, c'est ce qu'ils font. Honnêtement, Ouais. j'ai jamais fait, mais j'ai déjà fait de l'emboutissage et ça marchait plutôt bien. Après, il y a des choses comme estimer de manière précise comment la matière ou comment la perte d'épaisseur qu'on va avoir dans les plis, etc. Ça c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'au niveau force de réaction, on ne devrait pas être trop mal. Il faudrait faire quelques essais, je pense. Mais ça me paraît pas. Ça me paraît possible. Oui. Parce que, en fait, l'idée, par exemple, ce serait d'avoir, je pars d'un feuillard plat et je le fais avancer et il passe entre deux galets qui vont le déformer et après, je vais avoir la sortie pour voir la forme qu'il va avoir. L'idée, ça serait de voir ça, quoi. Déjà dans un premier temps. Ouais. Oui, alors faut tenir compte de la plasticité, c'est-à-dire que, honnêtement, faudrait creuser un peu. Je pense qu'on a toutes les. Je pense que le solver est suffisamment robuste pour pouvoir le faire. Maintenant, il faudrait un tout petit peu investiguer et définir exactement le bon process. Ok. Personnellement, j'ai jamais fait exactement ce cas-là, et quelque chose qui s'en approchait, mais voilà. Je pense que bon, en fait, c'est comme si on déforme et à un moment donné on relâche, mais on veut quand même obtenir la géométrie de la pièce déformée. C'est ça. Avec les formes nécessaires qu'il aura fallu ou les forces de réaction sur les galets. Ça, il y a quelques vérifications à faire sur un cas. Du bonus, ouais. Ok. Pardon? Merci. Non, mais ça serait du bonus d'avoir en plus les réactions parce que nos galets s'usent, parce que forcément, quand on fait une déformation, on n'a pas la même vitesse linéaire partout. Et on a des usures, des écaillages, et bon, voilà, quoi. On
on aimerait pouvoir savoir à quel endroit on aurait ce genre de soucis sur nos galets de profilage pour peut-être prévoir une forme différente ou un réglage différent, ou, voilà quoi, une conception qui pourrait bouger. Ouais. Alors, j'imagine bien que si les outils métiers valent 30 000 €, c'est qu'il y a un vrai savoir derrière. Donc, out of the box, comme ça, en 3 clics, honnêtement, ça me paraît peut-être pas. Ou alors, il y aura peut-être des choses qui vont manquer. Mais je suis sûr qu'on est capable de faire des choses. Après, est-ce que ça couvrira tout ce que vous souhaitez avoir? Ça, c'est pas sûr. Mais on peut creuser et voir ce qu'il en est. Ok. Merci Benoît. Je vais passer à la question suivante, la question de Thomas Boissineau. Est-ce que Nastran peut intégrer des calculs de joints de soudure en tenant compte de zones affectées thermiquement par la soudure et donc de réduction de résistance mécanique dans ces zones? Alors, le calcul de soudure, je crois que ça fait 25 ans que je suis confronté à ce problème. Je vais ouvrir le micro de Thomas également. Salut. Ouais, salut Thomas. Oui, alors on va pouvoir déterminer. Alors, modéliser les cordons de soudure, oui, ça peut être possible. À partir du moment où on modélise tout en 3D. Et après, le post-traitement, bon, si c'est une soudure pleine pénétration, ça va encore. Si c'est une soudure. En général, je suis dans des épaisseurs fines, des profils et des tôles, donc c'est toujours pleine pénétration. D'accord. Oui, donc on peut avoir des contacts qu'on peut définir avec une certaine caractéristique. C'est comme par exemple deux pièces qui sont collées pourraient déterminer en fait une caractéristique particulière de cette zone de contact et obtenir des informations sur la tenue ou sur les contraintes qu'il va y avoir au niveau de cette zone-là. Donc en fait, il faudrait pouvoir modéliser la soudure telle quelle, tronquer les éléments entre eux et entre la soudure, géométriquement je parle, pour qu'ensuite Nastran puisse commencer à calculer. Surtout, si vous me dites que vous avez des faibles épaisseurs, après si vous avez des faibles épaisseurs avec des très grandes dimensions, ça va être compliqué de tout faire en 3D. Là, ce qu'on fait habituellement, c'est on fait tout en élément coq. On va récupérer des informations au droit des soudures, par exemple. Et si on est en pleine pénétration, une des approches pourrait être de dire ma soudure a une contrainte, a une tenue, enfin a une contrainte admissible proche de celle du matériau. Bon, après, c'est pas toujours le cas. C'est pas le cas. Donc, soit il faut faire une réduction de la contrainte. Honnêtement, si c'est des grandes tôles avec une faible épaisseur, on fait plutôt une approche en coque, donc en éléments. Je sais pas, ça vous parle les éléments coques par rapport aux éléments solides? Oui, un petit peu. Le module de base d'Inventor passe en coque parfois. Oui, alors le gros avantage, c'est que là, on peut faire de la combinaison entre de la solide et du coque, enfin des éléments solides et coques, on fait un peu comme on veut. L'avantage aussi, c'est qu'ici, on va pouvoir déterminer des contacts. Contacts auxquels, au niveau des fonctionnalités avancées, je peux rajouter des rigidités de friction, mais également des critères de rupture de soudure, vous voyez. Donc ça reste des fonctionnalités assez avancées, mais il y a moyen de définir des choses sur des assemblages mécano-soudés. L'idée, ça serait d'avoir une portion de ces assemblages soudés. Oui, je suis dans des profilés de très grandes dimensions, avec des soudures non continues en plus. Mais l'idée, ce sera d'avoir juste une portion et de savoir comment réagit le matériau. Aujourd'hui, on passe par des notes de calcul assez complexes qui sont faits pas à la main, mais par des formules que l'on complète, avec des paramètres à compléter. Sauf que ces formules prennent des coefficients de sécurité dans tous les sens.
et qu'on se retrouve avec des éléments surdimensionnés. Donc l'idée, c'était de se rapprocher de la vérité par simulation. D'accord. Ouais, j'ai un peu fait ça par le passé. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai passé 2 ans et demi chez un fabricant d'ascenseurs. Oui. Où à un moment donné, ben, c'était aussi d'autoriser de fabriquer des structures d'ascenseurs en mécano soudé. Et pareil, on avait commencé à faire des travaux où l'idée c'était de mettre en place, enfin d'avoir quelque chose de fiable sans surdimensionner. Parce que c'est vrai que si on fait un calcul de soudure traditionnel ou à la main, on peut se retrouver, on se dit, mais il y a largement pas assez d'épaisseur pour mettre un cordon suffisamment important pour que ça tienne. Alors qu'en réalité, on est largement C'est ça. bon. Nous, ça s'appelle ISO 3834, c'est une certification sur la soudure. Mais si Ouais. on suit ces réglementations-là, il y a des coefficients de sécurité dans tous les sens. Donc si on suit le calcul tel qu'il a été défini, on est surdimensionné. Alors qu'on sait que dans la réalité, ça tient. Ouais. Oui, après, ce que j'ai déjà réalisé aussi, c'est par exemple tout un assemblage en soudure discontinue. C'est de se dire à un moment donné, on va faire un sous-modèle d'une zone pour récupérer des contraintes locales. Et ça, après, on le retravaille en 3D, vous voyez. Donc, on fait un zoom sur une zone, on essaye de récupérer d'un modèle global ce qui se passe, de la manière dont il est sollicité, et on réapplique ça à quelque chose de très local. C'est ça, ce sera l'idée, d'avoir une sorte d'éprouvette numérique, quoi. Oui. Et ça, derrière, parfois, ce qu'on avait même fait, c'est qu'on avait comparé ces éprouvettes numériques avec des éprouvettes réelles. Ouais, tout à fait. On les fait réellement aujourd'hui, ces éprouvettes. Ouais. Mais là, à partir du moment où on a calibré quelque chose, vous voyez, vous pouvez dire, j'ai une sorte de bibliothèque d'éprouvettes numériques qui ont été calées à un moment donné avec des éprouvettes réelles. Et on essaye toujours de se rapprocher, de se référer, d'utiliser ces éprouvettes-là en tant que référence. Il y a un peu de boulot, mais je pense que ça vaut le coup de se faire le travail de documenter tout ceci et après derrière de se définir ses propres règles de conception. Ouais. Vous devez justifier par rapport à un organisme de contrôle vos conceptions. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui va être soumis à l'APA ou... Oui, tout à fait. D'accord, c'est pas pour le nucléaire. Non, je suis pas dans le domaine du nucléaire. On est sous-traitant pour le BTP, si vous voulez. On fournit des matériels pour le BTP. Ok. Ouais. Non, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Hein. D'accord. Je pense que. Allez-y. Non, je pense qu'on peut vraiment je parlais du nucléaire parce que bon, ils sont encore ils sont beaucoup plus difficiles à convaincre en fait. Et c'est normal. Si on commence à remettre un peu en cause de la littérature en disant oui, voilà, mais j'ai fait une autre approche et voilà mon cheminement. Il y a certains domaines où les gens sont prêts à déroger à une norme ou à écouter ce que vous avez fait, mais il y a d'autres secteurs comme le nucléaire où Petite question annexe, si on produit d'ordre général, hein, je ne parle plus spécialement de soudure, mais lorsqu'on produit un calcul avec Nastran, il nous fournit un résultat. Ce résultat, si on remet le calcul à, je sais pas, un laboratoire extérieur par exemple, est-ce qu'ils pourront prendre ce calcul comme étant rigoureusement exact et fiable? Contrairement à... Moi, ça m'a beaucoup facilité la vie en discutant avec un certain nombre d'organismes de contrôle, de dire voilà, si vous voulez, je vous donne un fichier Nastran. Si vous fournissez la même note de calcul en disant j'ai utilisé Inventor Simulation, ils vous disent mais attendez, c'est quoi comme solver? Bien sûr, bien sûr. Et là, on commence à rentrer dans des discussions à n'en plus finir parce que aujourd'hui, il y a
même si vous cherchez un peu dans l'aide de Inventor, vous ne retrouvez absolument aucune référence sur le Tout à fait. solver qui est utilisé. D'où ma Ce qui est question. absolument Qu'est-ce pas, qui... ce qui est absolument pas le cas sur Nastran. Sur Nastran, c'est déjà, ça va être, vous pouvez prendre, enfin, votre fichier Nastran, vous l'envoyez à un organisme de contrôle, même s'ils utilisent du Siemens Nastran ou du MSC Nastran, ils sauront le lire, ils sauront voir comment vous avez fait. Ça facilite quand même beaucoup la discussion, quoi. D'accord. Mais il n'y a pas un organisme ou je ne sais pas quoi de certification qui dit que Nastran il est Non, c'est pas comme du conforme, je sais robot. pas Je sais quoi. pas si vous connaissez Robot. Oui, on Robot est utilise Robot chez nous. Oui, d'accord. Donc, ouais, j'ai quelques clients qui font un peu les deux, un peu de robot, un peu de Nastran, et utilisent Nastran lorsque robot n'est plus. On sort de la couverture fonctionnelle de robot. Alors, on utilise Robot parce qu'on est dans des structures mécano-soudées de très très grande dimension avec du flambage, des modes propres et des calculs au second sort. Oui. Ben, si vous voulez, tout ce qu'on fait dans robot, on peut le faire aussi, entre guillemets, manuellement, et avec un peu plus avec peut-être un peu plus de finesse aussi, puisque vous allez pouvoir combiner de la coque et du solide, etc. Et faire peut-être des types de calculs où géométriquement, robot est parfois un peu plus compliqué. Par contre, le gros avantage de robot, c'est qu'il va vous sortir une note de calcul suivant un eurocode, par exemple, Tout à fait, c'est que ça. Nastran ne vous fera pas. Quand on D'accord. fait un calcul Nastran suivant Eurocode, il faut dire voilà, j'ai fait, j'utilise cette section de Eurocode. Je ne me souviens plus exactement par cœur comment ça fonctionne, mais vous dites voilà, je fais un post-traitement sur des contraintes von Mises et voilà ma combinaison de cas de chargement. Je suis en dessous de la limite élastique ou alors j'ai un coefficient de temps. Et c'est à vous de rédiger et de prouver que votre conception, elle va résister et suivant l'eurocode. Et ça se fait, hein. Alors que, oui, un robot va vous éditer automatiquement une note. Mais L'avantage peut-être de Nastran, c'est qu'il n'y aurait pas à tout remodéliser, quoi, contrairement à Robot. oui, tout à fait. J'ai beaucoup de clients qui ont les deux et qui voient l'avantage le gros avantage de robot, mais à partir du moment où on est à la limite, je sais pas moi, des fabricants de cloisons ou d'habillage de bâtiments, par exemple, sur la plupart de leurs composants, ils utilisent robot, mais à partir du moment où ça va être des platines un peu particulières pour la liaison entre leur bardage et le bâtiment, ben, la géométrie étant trop complexe pour robot, ben, ils font du Nastran. On est dans ce cas de figure précisément. Bon. Je Oui, me permets, Thomas, de signaler ta question supplémentaire avant qu'on boucle la Oui, session oui. de 14 heures. Donc, tu avais demandé. Excuse-moi d'avoir traîné. Non, c'est pas du tout, on est dans le temps, hein. Est-ce que ta question, Thomas, est-ce que l'on peut intégrer des profilés dans Nastran, des profilés spécifiques non standards? Justement, Oui, on avait débordé sur la deuxième question. D'accord. oui, Bon, tout à fait. ok. Puisqu'ici, dans les idéalisations, je fais de l'élément solide, de l'élément coque ou de l'élément indé. L'indé, je peux ici entrer les propriétés de ma section ou alors de dire voilà, j'ai une section ceci. On peut mettre des sections personnalisées, c'est-à-dire une Oui, section que j'aurais sur plan, mais qui n'existe pas en standard. Enfin, c'est pas une forme simple. exactement. Vous entrez les inerties. D'accord, oui, il y a juste à rentrer les inerties. Exactement. Oui, donc je les connais, donc c'est bon. Voilà. Donc peut-être, moi j'ai encore un tout petit peu de temps, mais bon, on va peut-être pas trop déborder non plus. Non, on va effectivement pas trop déborder. Effectivement, je pense qu'on va s'arrêter là. Là, j'ai plus de questions écrites. On va s'arrêter là parce que bon, les gens ont un emploi du temps certainement là, spécialement à 14 heures en principe. Et puis moi, j'ai prévu pour cette session une heure particulière. Il faut pas trop que je déborde non plus pour des raisons techniques. Donc, ceux qui sont encore là, qui sont pas déconnectés pour le moment.
également, merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Merci surtout Benoît, évidemment, de cette présentation, qui moi-même ne connaissant absolument rien au domaine, j'ai trouvé très intéressante quand même, parce que j'y connais rien, mais je peux très bien apprécier l'aspect pédagogique des choses, par contre. Donc, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Voilà, elle sera publiée en principe donc, sur la chaîne YouTube Autodesk France, dans la playlist les vidéos de la communauté, puisqu'il s'agit d'une vidéo qui est réalisée pour la communauté, c'est-à-dire les utilisateurs de base des logiciels Autodesk. Principe, un petit aparté, on fait des vidéos plutôt par les experts élites. Bon, là, il s'agissait d'un sujet tellement pointu que, bon, on n'a pas forcément eu les ressources en interne pour que quelqu'un expert élite nous explique tout ce que tu viens de nous expliquer, Benoît, d'où l'intérêt de ta proposition de nous faire ce webinaire, bien sûr, hein, qui est une super bonne, bien sûr, plus qu'introduction au logiciel, et qui certainement, pour les gens impliqués, ou on l'a vu avec Guillaume, qui sont en train d'acheter des solutions, etc., vont servir de point de base à la réflexion, bien sûr. Hein. Donc, ça n'est qu'un point de base à de futures réflexions, et je l'espère aussi, hein, de futurs webinaires sur des sujets pas forcément, enfin plus pointus, j'allais dire, plus particuliers, d'application, en fait, de Nastran à toutes les problématiques posées. Hein. Donc, je vous remercie bien tout le monde et Benoît, et on va effectivement arrêter l'enregistrement du webinaire maintenant. Je pense que sur le forum Inventor français, la discussion est postée. Dès que je pourrai, je posterai la vidéo. Et puis, bien sûr, vous pourrez discuter dans ce fil de discussion, donc sur le forum Inventor français. Le sujet sera épinglé en haut de l'écran pour continuer. Pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions ou qui n'étaient pas ici aujourd'hui, la discussion sur ce sujet. Voilà. Ok, donc je vous dis au revoir et merci à tout le monde. Merci. Patrick pour l'organisation, voilà. Et puis à très bientôt. Voilà, merci bien à tout le monde et je coupe maintenant. Merci, au revoir.